En réalité, c'est d'autres. Et récemment, j'ai vu même hier, le chef des services de renseignement français qui était sur une télévision et qui a dit qu'il ne pense pas que les terroristes peuvent prendre Bamako. Ça, il ne nous dit pas quelque chose. Ça, c'est lui seul qui pensait ça, pas nous. Et que ce n'est même pas leur volonté de prendre Bamako. On dit, ah bon, donc vous connaissez leur volonté. Comment vous connaissez leur volonté? Cela peut vous faire comprendre jusqu'où on a aujourd'hui une collision entre des forces hybrides. En réalité, ce n'est pas des terroristes, c'est une guerre par procuration. Le Mali n'est pas la Syrie, le Mali n'est pas l'Afghanistan. Donc quand ils font leur scénario, là, il faut qu'ils comprennent qu'ils parlent du Mali, un pays éternel, un pays qui a été là, un grand pays, un grand peuple. Mais qui a intérêt à ce que Bamako tombe? Et qui veut que Bamako tombe? Pourquoi on veut que Bamako tombe? Quand on répondra à ces questions, on comprendra pourquoi, avec tous les succès qu'on remporte, ce terrorisme continue à être là. Ces groupes terroristes qui ont des drones, ça vient d'où? Qui fabrique ça? Nous profitons naturellement de la tenue du BAMEX, qui est un salon extrêmement important pour la défense et la sécurité. Vous savez aujourd'hui que la défense et la sécurité constituent les priorités numéro 1 des Maliens. Et la tenue de ce salon ici est déjà un signal important dans le contexte géopolitique que nous savons, quoique ceci en soi est une réponse pour montrer que le Mali ne se laisse pas distraire. Le Mali a une vision, le Mali a un objectif, parce que ces épiphénomènes-là, pour nous, c'est des distractions. Donc le Mali a choisi de renforcer sa défense et sa sécurité. Le Mali a choisi de le faire avec des partenaires sincères. Récemment, il y a eu énormément d'efforts pour pouvoir équiper les forces de défense et de sécurité du Mali, qui ont remporté des succès éclatants sur le terrain, qui ont défait et éliminé des groupes terroristes, y compris des chefs de groupes terroristes. Et sur le terrain, aujourd'hui, les groupes terroristes ne tiennent pas face à la puissance de feu des forces de défense et de sécurité du Mali, ce qui les a contraints à changer de stratégie pour aujourd'hui s'attaquer à des cibles plus molles. Donc vous voyez qu'on est très loin du scénario qu'on vous décrit à l'extérieur de notre pays pour dire que les terroristes sont là, ils sont à Bamako, ils vont prendre ceci, cela. On n'est pas du tout dans ce scénario. Et le scénario qu'on vous a décrit et qui a été concocté, nous le savons, dans des officines, des services de renseignement étrangers, mais aussi sur les plateaux de télévision, n'est pas le Mali, n'est pas le Bamako que vous avez en face de vous. Le Mali est debout, il y a des difficultés, il y a eu des perturbations du système d'approvisionnement. À un moment, l'État s'est organisé, a mis en place un plan stratégique pour reprendre l'approvisionnement, pour assurer la sécurité des convois et plus généralement intensifier des opérations militaires pour la sécurisation du pays. Et progressivement, vous voyez que des centaines de camions arrivent par jour pour reprendre l'approvisionnement de Bamako et d'autres localités. Et nous allons maintenir ces efforts. Il y a un gouvernement au Mali, il y a un président au Mali, et nous sommes en charge. Et il y a des forces de défense et de sécurité. Et par-dessus tout, il y a des populations maliennes qui traversent cette difficulté en toute dignité, en toute responsabilité et dans le calme, malgré les difficultés que nous traversons. Vous savez, on est dans une confédération avec le Burkina Faso et le Niger, la confédération des États du Sahel. Donc nous n'avons pas besoin de dire que nous allons demander l'aide du Burkina, Nous travaillons ensemble, nous vivons ensemble, nous nous battons ensemble et nous faisons face ensemble à ces difficultés. Parce que nous sommes convaincus que les difficultés que nous traversons n'ont pas d'autre motivation que le choix de nos pays de briser la chaîne de la dépendance, de briser la chaîne de l'assujettissement, de la domination coloniale ou de la domination par des pays voisins. Et aujourd'hui, nous sommes sur la marche de la dignité de nos pays. Nos pays sont attaqués pour d'abord briser cette dynamique et faire en sorte que d'autres pays africains ne suivent pas ce chemin.
Et ça, nous avons compris ce message politique qui est derrière, et cela ne peut que conforter notre détermination. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes, ceux qui sont dans la désinformation, certains journalistes, certains plateaux de télévision doivent comprendre que le sort du Mali, le sort des Maliens, la destinée des peuples de l'AES ne va pas se dessiner sur des plateaux de télévision ou dans des services de renseignement étrangers. Ça va se dessiner ici, par nos populations, par les dirigeants de ces pays qui n'acceptent pas cet assujettissement. Je dois dire qu'au moment où je vous parle, le Mali est en mesure d'assurer l'approvisionnement de ses populations en hydrocarbures et en produits pétroliers. Si vous voyez les approvisionnements en produits pétroliers de notre pays, c'est essentiellement fait par des Maliens. C'est des privés maliens qui ont leurs camions, qui ont leurs affaires, qui font les business, qui importent à partir d'un certain nombre de ports et utilisent des corridors pour acheminer ces produits vers le Mali. Le seul problème qui se pose n'est pas un problème de disponibilité du carburant ou de capacité de l'État ou des acteurs privés maliens de faire face. Ça, ce n'est pas la seule question, c'est la question de la sécurisation des approvisionnements. Comment sécuriser les approvisionnements pour qu'ils quittent la frontière et arrivent aux consommateurs? Et pour ça, nous comptons sur nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui à pied d'œuvre, qui ont fait un travail extraordinaire et beaucoup de militaires ont perdu la vie dans la sécurisation de ces convois, mais pas seulement les militaires. Beaucoup de chauffeurs de camions et des opérateurs privés, certains ont perdu la vie, mais malgré les risques liés à cette question, je dois saluer la bravoure de ces transporteurs maliens aux côtés des forces de défense et de sécurité qui continuent à assumer des risques au quotidien pour pouvoir nous approvisionner. Donc l'État malien n'a pas spécifiquement besoin d'une aide extérieure pour faire face à cette situation. Mais avec nos amis, que ce soit de la Russie ou de la Turquie ou d'autres, je pense que le BAMEX là déjà est un symbole de ce qu'on peut faire avec ces pays. La première chose dans une relation d'amitié, c'est le respect, c'est la confiance, c'est la solidarité, le fait qu'ils décident aujourd'hui de venir travailler avec nous pendant que le monde entier dit que Bamako est sous les bombes. Je crois que ça, c'est déjà un signe important que nous travaillons avec ces pays dans les moments difficiles. Ils ne viennent pas quand tout est beau. Naturellement, sur le communiqué lui-même, je dois dire que nous avons été un peu surpris par certaines dimensions ou certaines expressions de ce communiqué qui, de notre point de vue, reprenait le narratif des groupes terroristes et de leurs sponsors étatiques étrangers, notamment quand ils parlent de blocus. Et vous savez qu'il n'y a pas de blocus. Il y a certainement des entraves à l'approvisionnement des produits pétroliers. Il y a des perturbations, mais il n'y a pas de blocus qu'une organisation continentale reprenne ce type de narratif crée naturellement des préoccupations à notre niveau, parce que nous estimons que l'Union africaine aurait dû prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passe au Mali, pour s'informer de la réalité du Mali et sur la base de ça, voir quelles sont les attentes des Maliens et quels sont les besoins éventuels des Maliens. Et dans ce contexte, il y a aussi un appel qui a été lancé pour une action urgente au Mali. Nous pensons qu'aucune action ne peut être envisagée ou engagée sur le Mali sans les Maliens, sans le consentement de l'État malien, sans que l'État malien ne soit demandeur. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important que nous devons retenir. Surtout cet appel à une action internationale est d'autant plus préoccupante que le Mali est sorti de ce type de paradigme. Le paradigme nouveau qui est promu par le président de la transition, par les autorités de la transition, comme par les autres présidents de l'AES, du Niger et du Burkina, est de faire confiance à nous-mêmes et de nous prendre en charge et de faire en sorte que la sécurité de nos pays repose en premier sur les épaules des populations de nos pays, sur les épaules des dirigeants
et en particulier sur les épaules des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous ne tendons pas la main à la dite communauté internationale pour venir à notre secours, d'autant plus que les 10 dernières années, le Mali en particulier a essayé une expérience avec la présence de plusieurs milliers de forces internationales qui n'a pas répondu aux attentes des Maliens. Nous sommes chez nous au Mali, c'est notre pays, le pays nous appartient, nous défendons notre pays. Notre armée aujourd'hui dispose de capacités militaires qui peuvent dissuader plus d'un si on n'a pas compris ça encore. Donc le Mali n'est pas là, moi je ne suis pas là, les forces armées ne sont pas là en train de trembler parce qu'on nous a dit qu'il y a quelques illuminés qui sont pas loin de Bamako qui sont en train d'essayer de prendre la ville. Encore une fois, je dis de dire à ceux-ci de se réveiller. De se réveiller. Ils parlent de quel Mali? Sans diminuer les autres pays. Le Mali n'est pas la Syrie. Le Mali n'est pas l'Afghanistan. Donc quand ils font leur scénario, là, il faut qu'ils comprennent qu'ils parlent du Mali. Un pays éternel. Un pays qui a été là, un grand pays. Un grand peuple. Mais qui a intérêt à ce que Bamako tombe? Et qui veut que Bamako tombe? Pourquoi on veut que Bamako tombe? Quand on répondra à ces questions, on comprendra pourquoi, avec tous les succès qu'on remporte, ce terrorisme continue à être là. Ces groupes terroristes qui ont des drones, ça vient d'où? Qui fabrique ça? Qui leur donne? Dans des zones où on n'arrive pas à manger, qui leur donne ces véhicules 4x4 rutilant, tous ces moyens? Parce que quand on répondra à cette question, on comprendra que, en réalité, c'est d'autres. Et récemment, j'ai vu même hier, le chef des services de renseignement français, qui était sur une télévision et qui a dit que il ne pense pas que les terroristes peuvent prendre Bamako. Ça, il ne nous dit pas quelque chose. C'est lui seul qui pensait ça, pas nous. Et que ce n'est même pas leur volonté de prendre Bamako. On dit, ah bon, donc vous connaissez leur volonté. Comment vous connaissez leur volonté? Cela peut vous faire comprendre jusqu'où on a aujourd'hui une collision entre des forces hybrides. En réalité, ce n'est pas des terroristes, c'est une guerre par procuration. Vous savez, la sécurité et la stabilité ne sont pas des destinations. On n'arrive pas à la stabilité ou à la sécurité. C'est des processus. C'est un voyage lui-même qui est fait de haut et de bas, comme plusieurs pays qui ont connu des difficultés, qui sont passés à des périodes de paix, et ça change en fonction de la menace. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des incertitudes, il y a des menaces. Ce n'est pas le Mali seul. Mais nous, nous travaillons au quotidien pour pouvoir apporter la sécurité à notre population, préserver l'intégrité du territoire national, mettre notre armée en position de pouvoir défendre notre pays. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les efforts qui sont faits par les forces de défense et de sécurité du Mali le sont sur la base des financements des Maliennes et des Maliens presque exclusivement. Des pays comme le Mali aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Nous devons à la fois marcher et courir. Nous n'allons pas dire que quand nous allons réaliser la paix et la sécurité, nous allons nous occuper du développement. Non. Nous faisons le tout de façon simultanée. C'est pourquoi vous avez vu, il y a 48 heures, le président de la transition a lancé un projet de construction de 15 hôpitaux modernes sur l'ensemble du territoire national. Il y a une semaine, il a inauguré la deuxième mine de lithium du Mali à Bougouni. Avec la création de cette deuxième usine de lithium, le Mali est aujourd'hui parmi les leaders mondiaux en matière de production de lithium, qui est un produit qui est aujourd'hui indispensable pour l'économie moderne. Aujourd'hui, nous travaillons sur ces différents fronts, assurer la sécurité, mais en même temps, assurer la sécurité ultime, qui est le bien-être pour nos populations. Donc notre vision est claire, mais il y a certains qui ne veulent malheureusement pas nous laisser travailler à réaliser cela, parce que après eux, il faut que ça soit le déluge. Et ça ne se produira pas, parce que c'est un pays béni, c'est un vieux pays, et nous serons. Nous sommes confiants que nous allons passer ce pays à d'autres générations dans les formes dans lesquelles nous l'avons trouvé. Il faut aussi se rappeler que nous ne sommes pas seulement en train de répondre à des crises
et que le Mali et les populations maliennes ont mis en place un document de vision qu'on appelle Marikura Nyeta Siraka Ben Samba Flani Bioroni Sabama. C'est la vision de développement et d'émergence du Mali à l'horizon 2063 et qui est lui-même adossé à une stratégie nationale d'émergence et de développement durable pour la période 2024-2034 et qui est aussi un document extrêmement important avec des engagements structurants pour la transformation économique de notre pays.